Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, comme vous le savez sans doute, c'est plus de 20 ans d'expérience maintenant, plus de 300 programmes de formation, plus de 1000 sessions programmées chaque année, un organisme bien évidemment référencé Calliope, certifié pour la formation des élus et présente donc sur mon compte élu. Donc nous diffusons des formations en management, en ressources humaines, en gestion et finances locales, mais aussi en marketing, en intelligence artificielle, en marché public. Voilà, toutes ces rubriques que vous retrouverez au travers de notre nouveau catalogue. J'ai oublié de mettre la version 2026, mais que je vous mettrai dans la conversation puisque notre catalogue 2026 est disponible. Vous avez sur la slide qui suit quelques formations phares. Vous êtes de nombreux juristes et juridiques aujourd'hui, donc je vous en ai mis 2 sur les enjeux juridiques du numérique en collectivité, sur le management d'un service juridique dans les collectivités, mais tout ça, je vous le redirai, encore une fois, je vous envoie le catalogue. Donc, c'est le dernier webinaire de l'année et une fois n'est pas coutume, nous sommes avec le cabinet Adaltis pour faire le point, comme nous le faisons 2 fois par an depuis maintenant 4 voire 5 ans, sur ce qu'il ne fallait pas manquer au second semestre 2025 concernant les collectivités à travers 6 thématiques qui vont être développées simultanément par Simon Ray, Gilles Le Châtelier, Jennifer Riffard, Jean-Marc Petit, Xavier Emmance et Sylvie Le Damani, qui sont tous avocats associés au cabinet Adaltis, cabinet spécialisé en droit public depuis maintenant 50 ans, cabinet qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, et aussi en Chine, à Pékin et à Shanghai. Il y a peut-être même d'autres villes depuis, je ne sais plus, j'en oublie peut-être, mais voilà. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'intervention à leur poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les leur relayerai à la fin de leur exposé. Je vous laisse donc la parole, chers maîtres. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, merci Laurence pour cette présentation. Donc, bienvenue pour ce webinaire désormais rendez-vous quotidien biannuel sur ces thématiques, les 6 thématiques évoquées. Je commencerai par le droit institutionnel et le droit de l'intercommunalité. Gilles Le Châtelier nous exposera les volets commande publique. Jennifer Riffard, le volet d'actualité en fonction publique. Jean-Marc Petit en droit de l'urbanisme. Xavier Emmance en droit de l'immobilier et de la construction et Sylvie Le Damani en droit pénal des collectivités. Donc, sans plus tarder, premier sujet, ce qu'il ne fallait pas manquer en droit institutionnel et droit de l'intercommunalité, c'est la loi, la proposition de loi qui crée un statut de l'élu qui a été adoptée de manière définitive par l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier et qui, sous réserve de son éventuelle transmission au Conseil constitutionnel, sera prochainement promulguée. Loi importante sur laquelle je vous invite à regarder en profondeur. Ici, on va évoquer les principaux éléments. Le temps imparti ne me permet pas d'en faire une analyse exhaustive, mais je vais essayer de vous donner l'ensemble des éléments les plus importants de cette proposition de loi qui a été définitivement adoptée et dont l'objectif est de rendre un peu plus attractif le statut de l'élu et aborde une multitude de thématiques sur ces différents aspects. Donc, la loi prévoit notamment dans les premières thématiques, c'est une amélioration du régime indemnitaire des élus pour réajuster un petit peu l'engagement des élus à leur juste valeur. Principalement, ici, la loi prévoit une revalorisation des montants, vous savez, maximaux des indemnités du maire et des adjoints, on le verra, qui sont calculés toujours selon un pourcentage de l'indice indemnitaire brut de la fonction publique, et on a réévalué les montants maximaux qui peuvent être accordés aux maires et aux adjoints. De même, la loi prévoit une modification du calcul de l'enveloppe indemnitaire globale, vous savez, qui conditionne le montant, la somme des indemnités de fonction qui peuvent être accordées aux élus, en prévoyant notamment, parce qu'actuellement, vous le savez, l'enveloppe indemnitaire globale est calculée selon le nombre d'adjoints effectivement élus.
Ici, la loi prévoit d'accroître l'enveloppe indemnitaire globale, non pas en tenant compte du nombre d'adjoints effectivement élus, mais du nombre d'adjoints maximum théorique, vous savez, qui est limité à 30% de l'effectif du conseil municipal. Donc, si en application de ce nombre maximal de 30% de l'effectif, vous êtes potentiellement à 8 adjoints, mais vous en avez élu que 4, actuellement, on calcule l'enveloppe indemnitaire globale sur 4 adjoints. Demain, on le calculera sur 8 adjoints, même si vous n'avez que 4 adjoints élus, qui permettra d'accroître le montant des indemnités pouvant être versées, notamment aux conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation. Autre modification, à l'instar du maire, il est prévu pour le président du conseil régional départemental de la métropole de Lyon, mais également de tous les EPCI à fiscalité propre, que ceux-ci bénéficient du montant maximum d'indemnité de droit sans débat et que c'est seulement à leur demande que l'on peut venir baisser le montant maximum de leur indemnité de fonction par délibération de l'organe délibérant afin d'accroître le montant des indemnités des autres élus. Mais c'est bien une indemnité de droit. Ici, bon, je vous ai mis les tableaux à gauche que j'évoquais sur l'indemnité maximale des maires, ancienne version sur le tableau de gauche, nouvelle version issue de la loi. Donc vous voyez, par exemple, pour les communes de moins de 500 habitants, l'indemnité maximale des maires passe de 25,5% de l'indice indemnitaire global à 28,1%. Voilà les différents éléments. De même sur les adjoints, vous voyez à gauche l'ancien tableau et le nouveau tableau actuel, plus le volet d'indemnité. Donc l'idée, c'est d'améliorer le montant des indemnités pouvant être versées aux différents élus, principalement communaux, parce que ces modifications de seuil d'indemnité n'est pas transposée pour les EPCI à fiscalité propre notamment, c'est uniquement pour les communes, pour accroître l'attrait et la volonté des élus de participer notamment et s'engager dans la vie politique. Ça, c'est la première grosse typologie de mesures pour améliorer la rémunération des élus. Je ne les ai pas toutes citées, je vous ai cité certaines d'entre elles. Deuxième typologie de modification prévue par cette loi, c'est un gros bloc pour faciliter l'engagement des élus et améliorer les conditions d'exercice de mandat. Et là-dessus, on a 4 thématiques qui ont été prévues par la loi avec différentes dispositions. La première thématique, c'est d'améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat au quotidien. Donc ici, ce qui est prévu notamment, c'est le remboursement obligatoire par la collectivité des frais de transport et de séjour des élus locaux. Actuellement, c'était une faculté, donc il fallait une délibération de l'organe délibérant pour prévoir cette possibilité-là. Désormais, ce n'est plus une faculté, c'est une obligation. La délibération devra quand même intervenir pour fixer les modalités de remboursement, mais ce sera de droit. Deuxième modification, la loi, on est plus sur de la modification des dispositions, de codification de dispositions du CGCT par rapport à la charte de l'élu local. Vous savez, lors de la séance d'installation qui interviendra suite au renouvellement général des conseils municipaux, on va devoir procéder à l'élection de l'exécutif et à la fin de l'élection de l'exécutif, procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Attention, actuellement, elle est visée à l'article 1111-1-1 du CGCT. La loi prévoit une modification de sa codification. Je vous ai mis les références ici. Donc, attention, lorsque vous allez évoquer cette charte de l'élu local, visez bien désormais les nouveaux articles concernés. De même, la loi prévoit la possibilité, vous savez, les commissions thématiques des communes qui interviennent pour travailler les sujets qui sont portés par l'organe délibérant. Maintenant, ces commissions thématiques pourront se tenir en visioconférence selon des modalités prévues dans le cadre du règlement intérieur. Donc attention, peut-être il sera pertinent de modifier le règlement intérieur pour prévoir la tenue en visioconférence de ces différentes commissions thématiques. De même, pour le bureau d'un EPCI ou d'un syndicat mixte, désormais, la loi prévoit la possibilité pour le bureau de se tenir en visioconférence selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Enfin, la loi
met fin à une incertitude juridique que l'on avait sur le mode de scrutin applicable pour l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau d'un EPCI et d'un syndicat mixte fermé. Parce que suite à la loi, vous savez, du 21 mai 2025, qui a modifié le scrutin applicable aux communes de moins de 1000 et qui a transposé les règles pour les communes de moins de 1000 aux communes de plus de 1000 habitants, on a supprimé les dispositions du CGCT auxquelles, suite à une décision du Conseil d'État, on se référait pour déterminer le mode de désignation des vice-présidents d'un EPCI, c'est-à-dire un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. Suite à la loi du 21 mai 25, désormais, on n'a plus qu'un seul article pour désigner les adjoints, c'était un scrutin de liste paritaire. Donc, comme vous savez, les règles applicables aux vice-présidents, on renvoie aux dispositions applicables à l'élection des adjoints, on n'avait que ce mode de scrutin paritaire, de scrutin de liste paritaire, avec la difficulté comment appliquer un scrutin de liste paritaire à un organe pour l'élection de l'exécutif, à un organe délibérant qui, lui, n'est pas paritaire. Donc, on avait une petite incertitude, une petite ambiguïté en la matière. C'est désormais terminé puisque la loi sur le statut de l'élu modifie l'article 5211-10 du CGCT pour prévoir expressément que l'élection des membres du bureau intervient selon les règles d'élection du maire, c'est-à-dire un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. Donc désormais, on n'a plus d'ambiguïté. On reste bien sur ce mode de scrutin. Élection des vice-présidents et des membres du bureau d'un EPCI et d'un syndicat mixte, c'est bien un scrutin uninominal majoritaire à 3 tours, comme c'était le cas jusqu'à présent. Autre élément de modification importante, c'est des dispositions pour venir faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle. Donc là, on a un certain nombre de mesures, je vous en cite quelques-unes. Premier élément, la loi supprime l'incompatibilité qui était prévue à l'article L 237-1 du Code électoral entre l'exercice d'un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une des communes membres de l'EPCI. Désormais, vous pourrez être fonctionnaire d'une commune et élu conseiller communautaire au sein de l'EPCI de rattachement de la commune au sein de laquelle vous exercez. Maintenant, il n'y en a plus cette incompatibilité qui a été supprimée par la loi. De même, la loi modifiait la durée du congé électif qui était jusqu'à présent de 10 jours, maintenant passe à 20 jours. Elle étend également les autorisations d'absence prévues pour les employeurs publics et privés pour permettre aux élus d'exercer leur mandat et prévoit d'autres modifications en la matière importantes à regarder qui peuvent être très utiles pour l'exercice du mandat. De même, elle vise, haute disposition, à faciliter la conciliation entre l'exercice du mandat et la vie personnelle de l'élu. Là-dessus, la loi étend aux communes de moins de 10 000 habitants, jusqu'à présent c'était limité aux communes de moins de 3 500 habitants, vous savez, la compensation financière faite par l'État pour compenser les frais de garde et d'assistance qui sont engagés par les élus pour leur participation aux réunions liées à l'exercice de leur mandat. Donc là, on a ce mécanisme de compensation qui était limité aux communes de moins de 3 500. Maintenant, les communes de moins de 10 000 habitants pourront en bénéficier. Enfin, mais je finirai par là, disposition très importante prévue par cette loi, c'est visant à sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques. Ici, vous savez, on a eu toutes les difficultés avec ce qu'on appelait le conflit d'intérêts public-public, c'est-à-dire on avait des dispositions selon lesquelles lorsque le représentant d'une collectivité dans un organisme extérieur lorsqu'un élu était désigné par sa collectivité pour la représenter dans un organisme extérieur, on considérait qu'ils étaient dans une situation de conflit d'intérêts potentiel et ils ne pouvaient pas participer aux décisions de la collectivité en lien avec cet organisme extérieur. C'est ce qu'on appelait le conflit d'intérêts public-public qui pouvait poser de réelles difficultés pratiques. La loi vise justement à répondre à ces difficultés et à apporter un certain nombre de modifications par rapport à ce conflit d'intérêts public-public. Premier élément, elle vient compléter l'article 432-12 du Code pénal qui définit cette notion de conflit d'intérêt et précise explicitement que ne peut pas constituer un intérêt au sens de cette notion de prise égale d'intérêt, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. Et il est également précisé que cette infraction n'est pas constituée lorsque l'élu
ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Donc l'objectif, c'est vraiment de limiter ces règles de conflit d'intérêts public-public. De même, la loi vient également compléter, vous savez, l'article 1111-6 du CGCT qui visait à apporter un régime de protection aux élus qui représentaient leur collectivité au sein d'un organisme extérieur. Puisque jusqu'à présent, on avait un système de protection pour les élus qui représentaient leur collectivité au sein d'un organisme extérieur en application de la loi, qui pouvait quand même ne pas participer à un certain nombre de décisions limitativement prévues par la loi, notamment lorsqu'on conclut un contrat avec cette entité, lorsqu'on était désigné pour représenter notre collectivité au sein de cette entité, ou lorsqu'on accordait un avantage à cette entité. La loi, ici, modifie fortement cet article, notamment afin d'exclure des situations de conflit d'intérêts, toutes les situations où la collectivité a désigné l'élu pour siéger au sein d'un autre organisme ou groupement, et non pas uniquement dans les cas où il a été désigné par la loi. Donc, la référence à désignation par la loi est supprimée, et il est prévu notamment que cette absence de conflit d'intérêts ne vaut lorsque l'élu ne perçoit pas d'indemnité de fonction au titre de cette représentation. Donc, lorsqu'il siège dans l'organisme extérieur et dans le cadre, il n'a pas d'indemnité à ce titre-là. Et dans cette hypothèse-là, elle limite, par contre, la seule possibilité de ne pas participer aux seules décisions qui visent à accorder à l'entité extérieure un contrat de la commande publique. Donc voilà, les dispositions sont réduites. Élément très important à creuser qui vise à réduire, vous savez, les mécanismes de déport et à chaque fois que l'on se prononce dans ce cadre-là, poser un certain nombre de difficultés. Enfin, de manière un petit peu intéressante également, qui est intéressant, c'est, vous savez, les déclarations d'intérêt, des situations de patrimoine qui vont être faites auprès de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique en début de mandat et en fin de mandat seront pré-remplies par la Haute Autorité. Attention, dommage, ça ne s'applique pas pour mars 26, il faudra attendre le prochain renouvellement pour que ça s'applique de manière très efficiente. Et enfin, dernier paquet de dispositions prévues par cette loi visant à sécuriser la fin de mandat des élus. On a un certain nombre de dispositions adoptées en la matière. Donc, une loi très importante que l'on attendait, qui vise qui modifie un certain nombre d'éléments. J'ai essayé de vous faire la version la plus complète, mais à regarder de manière très précise. Et je m'arrête ici et je laisse la parole à Gilles pour les sujets de commande publique. Merci Simon. Alors, d'abord, un point d'actualité qui n'en est pas un. Vous le savez, il y a une consultation en cours pour la refonte du Code de la commande publique et notamment l'évolution et la simplification de certaines de ces dispositions. Donc, je pense que tout ça, ça sera l'objet on en parlera lors de notre prochain webinaire d'actualité à la fin du premier semestre 2026, puisque très probablement les textes auront paru à cette date. Moi, je me contenterai de l'actualité jurisprudentielle avec 4 décisions qui ont retenu mon attention et qui peuvent intéresser les collectivités territoriales. Alors, la première, c'est le régime de l'allotissement des contrats de délégation de services publics à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 15 juillet 2025, la société Le Chalet des Jumeaux, qui est un arrêt intéressant en ce sens qu'il aboutit à une forme d'assimilation du régime de l'allotissement des DSP à celui des marchés publics. Vous savez que, contrairement à ce qui existe en matière de marché, le Code de la commande publique et d'ailleurs les textes européens ne prévoient pas l'obligation d'allotissement dans la préparation et la mise en place de contrats de concession et de délégation de services publics. L'arrêt du 15 juillet 2025 permet au Conseil d'État de rappeler que, même si ce n'est pas une obligation, l'autorité concédante peut toujours allotir un contrat de DSP dès lors qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la commande publique. Alors, la spécificité de l'affaire, et c'est la raison pour laquelle je l'évoque ce matin devant vous, c'est que dans la mise en concurrence organisée par l'autorité concédante, il y avait une disposition qui interdisait aux candidats de soumettre des offres dans plus de 2 lots. Est-ce qu'une telle limitation est possible? Réponse du Conseil d'État, oui, qui reprend en fait sur ce point la solution qui avait été dégagée en matière de marché public.
avec les conditions suivantes. La règle doit bien évidemment être prévue dans le DCE, pas la découvrir en cours de route. Deuxième point, elle doit être justifiée par l'objet de la concession, les nécessités propres au service public délégué ou la procédure de passation du contrat et ne pas être disproportionnée. Ça veut dire qu'elle ne doit pas aboutir à une atteinte trop importante. En l'espèce, il y avait quand même un petit débat puisque, comme je le disais, chaque candidat ne pouvait répondre qu'à 2 lots. 2 lots, c'est pas beaucoup. Et le Conseil d'État a quand même validé cette limitation, estimant qu'elle n'était pas disproportionnée, dès lors qu'elle était motivée par la volonté d'accroître la concurrence et la volonté de permettre l'accès à la commande publique d'entreprises de moindre taille. On retrouve la logique qui est la logique de l'allotissement en matière de marché public, qui est l'accès des PME à la commande publique. Donc voilà pour cette première décision du Conseil d'État. On passe maintenant à la deuxième, qui, elle, concerne la situation des biens de retour. Et là, c'est un arrêt important, qui est l'arrêt commune de Berck-sur-Mer du 17 juillet 2025. Alors, c'est la suite de l'arrêt du 29 juin 2018, ministre de l'Intérieur, un arrêt qu'on connaît souvent plus sous le nom de SAUS Super SAUS, qui, dans une affaire bien connue et qui avait donné lieu à de très nombreux commentaires, le Conseil d'État est venu indiquer que le délégataire de service public qui, avant la mise en place d'un contrat, investit dans des biens qui sont des biens privés pour la mise en œuvre du service, dès lors que le service se retrouve couvert par une délégation de service public, voit ces biens soumis au régime des biens de retour tel qu'il a été reprécisé par l'arrêt commune de Douai de 2012. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont nécessaires au service, eh bien, ils doivent revenir gratuitement, normalement, dans le patrimoine de l'autorité délégante. Donc, cet arrêt qui a été commenté, voire critiqué, je rappelle qu'on a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour confirmer la validité de cette solution, laissait un angle mort ou un point non tout à fait résolu, qui était la situation dans laquelle les biens en cause n'appartiendraient pas au délégataire, mais appartiendraient à un tiers. Et l'arrêt réservait cette situation, c'était surtout les conclusions du rapporteur public qui réservait cette situation et qui disait si le bien appartient à un tiers, normalement, on ne peut pas appliquer le raisonnement que le Conseil d'État a repris en 2018, c'est-à-dire la possible intégration comme bien de retour. L'arrêt commune de Berck-sur-Mer vient régler un point qui, dans la pratique, est quand même assez souvent constaté, c'est-à-dire la situation dans laquelle il y a un lien fort entre le tiers et le délégataire. Et le Conseil d'État dit, dans cette situation-là, il faut appliquer le raisonnement de la jurisprudence SAUS Super SAUS, c'est-à-dire que les biens peuvent être considérés comme des biens de retour s'ils sont nécessaires à l'exécution du service, quand bien même il ne serait pas la propriété du délégataire, mais la propriété d'un tiers. 2 conditions doivent être remplies, l'existence de liens étroits entre les actionnaires et ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire. Le Conseil d'État fait référence à la notion d'influence décisive sur les orientations stratégiques. Et deuxième condition, le bien doit être exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession. On verra dans la pratique comment ces 2 conditions seront appréciées, la première comme la seconde. Est-ce qu'il y a des liens suffisamment forts entre les dirigeants du propriétaire du bien et ceux du concessionnaire? Est-ce que le bien est exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession ou est-ce qu'il sert aussi à d'autres fonctions? Affaire à suivre, mais en tout cas, précision importante et utile. On en vient au 3e arrêt que je souhaitais commenter ce matin, qui est un rappel, ou en tout cas une remise en ordre d'un certain nombre de sujets sur les effets de l'intervention du DGD sur la responsabilité contractuelle. C'est un arrêt du 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, qui rappelle les règles bien connues avec une précision sur laquelle je reviendrai. Le maître d'ouvrage, après la réception, mais avant l'établissement du DGD, doit assortir ce dernier de réserve si il constate l'existence de désordres survenus entre la réception et le DGD. S'il ne le fait pas,
C'est-à-dire que si des désordres existaient à la date d'établissement du DGD, mais qu'il n'a pas retenu l'établissement du décompte, alors il ne peut plus engager les garanties de parfait achèvement ou toute autre garantie contractuelle du constructeur après établissement du DGD. C'est, vous savez, la sacro-sainte règle selon laquelle l'établissement du DGD vient mettre un terme à toute relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et son contractant. En revanche, bien évidemment, il peut le faire pour des désordres dont il aurait eu connaissance après l'établissement du DGD. Donc là, on est dans une situation dans laquelle les désordres sont apparus et sont portés à la connaissance du maître d'ouvrage après l'établissement du DGD, pas la situation couverte notamment par l'arrêt, qui est une situation dans laquelle les désordres existaient à la date d'établissement du DGD. Point attention, enfin là aussi c'est un rappel, mais un rappel important, c'est attention aux conditions existantes au moment de l'établissement du décompte général et définitif. Enfin, quatrième décision, qui est un arrêt intéressant du Conseil d'État, même s'il n'a pas donné lieu à une mention ou publication au recueil de bons, l'arrêt du 13 novembre 2025 à PHP, une situation bien connue de tous les praticiens de la commande publique, qu'ils soient, je dirais, qu'ils passent des contrats ou qu'ils y répondent, qui est le problème de qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug sur la plateforme au moment où je dépose mon offre. Je vous rappelle les principes qui figurent au Code de la commande publique. D'abord, l'article R2151-5 qui rappelle le principe selon lequel une offre hors délai, déposée hors délai, doit être éliminée, et l'article R2132-9 qui pose le principe de dématérialisation des procédures. La question, c'est comment gère-t-on les éventuels dysfonctionnements de la plateforme de dématérialisation? Alors, il y a deux conditions pour sauver une offre qui aurait été présentée hors délai. D'abord, apporter la preuve de l'accomplissement en temps utile des diligences normales attendues d'un candidat pour le dépôt de son offre, et l'établissement aussi que son équipement informatique fonctionnait normalement. Et en l'espèce, je vous invite à lire la décision, le Conseil d'État juge que l'offre était valable car l'entreprise candidate avait apporté la preuve du fonctionnement normal de son équipement et le défaut, en fait, provenait exclusivement de la plateforme de téléchargement qui était d'une capacité insuffisante pour accueillir des fichiers d'une certaine taille. Et point, à mon avis, majeur, les candidats n'ayant pas été avertis du fait que des fichiers excédant une certaine taille, un certain volume, ne pourraient pas être accueillis par la plateforme. Par ailleurs, et ça c'est aussi un point que les candidats doivent retenir, le candidat en cause avait envoyé finalement l'offre par un lien de téléchargement, moins de 2 heures après leur limite, après 2 essais infructueux de dépôt. Donc, il avait bien fait la démonstration qu'il avait fait, passez-moi l'expression, mais le maximum pour répondre dans les délais à l'appel d'offres. Voilà, j'en ai terminé avec ces commentaires de ces 4 décisions de jurisprudence, à mon sens, assez intéressantes. Et je passe la parole à l'intervenant suivant. Bonjour à tous, merci Gilles. Alors moi, j'interviens pour vous parler un petit peu de droit de la fonction publique. J'ai essayé de faire une sélection comme d'habitude avec des textes et puis surtout des jurisprudences qui peuvent vous intéresser dans votre quotidien, dans les problématiques que vous pouvez rencontrer avec les agents de vos collectivités. Donc sur les textes, on n'a pas de grandes réformes particulières à signaler, mais on a quelques décrets qui sont intervenus notamment très récemment, qui apportent quelques petites modifications sur des sujets, mais qui restent quand même intéressants et puis utiles à connaître. Alors, on a tout d'abord 3 décrets qui sont intervenus le 19 novembre 2025. Le premier, il supprime un seuil de création d'emplois. Donc, c'était le seuil de 2000 habitants qu'on devait respecter pour pouvoir créer les emplois au grade d'avancement, au grade de principal, des cadres d'emploi d'attachés territoriaux, d'ingénieurs et de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que même si on ne respecte pas ce seuil de 2000 habitants, peu importe le nombre d'habitants, on peut créer, toute collectivité, du coup, peut créer ces emplois sur les grades d'avancement des 3 cadres d'emploi que je viens de citer. Donc, ça permet effectivement de favoriser l'avancement de carrière des agents qui seraient employés dans des collectivités avec une faible population. Ensuite, le deuxième décret, toujours du 19 novembre, il supprime, là aussi, c'est une nouvelle suppression ici, la suppression d'un ratio d'avancement de grade. Donc, c'était une règle qui était prévue par le décret qui s'applique à tous les cadres d'emploi de catégorie B.
qui prévoyait un ratio en matière d'avancement de grade entre le nombre d'agents qui pouvaient être promus, qui étaient issus sur réussite d'examen professionnel, et puis le nombre d'agents qui pouvaient être promus au choix. Auparavant, on avait un ratio, il fallait au moins qu'il y ait un quart de personnes qui étaient promues au titre de chacun de ces ces deux hypothèses d'avancement, de ces deux hypothèses possibles qui permettent l'avancement des agents. Et du coup, ce ratio est supprimé. Donc maintenant, on est libre, par exemple, de prévoir un avancement de grade à 100% au choix ou 100% par exemple à un examen professionnel. On n'a plus aucun ratio à respecter. Donc, ça concerne uniquement cette modification, les agents qui relèvent de cadre d'emploi de catégorie B. Le troisième décret, un texte qui, pour une fois, qui simplifie les règles, qui concerne les règles d'assimilation des CCAS et des CIAS. Alors, auparavant, ces établissements, pour les règles d'assimilation qui permettent du coup de tenir compte des populations pour prendre certaines décisions, notamment création d'emplois, possibilité de détacher des agents sur des emplois fonctionnels, etc. Toutes les décisions statutaires qui sont conditionnées par un effectif de population. Auparavant, les CCAS et les CIAS, comme beaucoup d'établissements publics, la règle d'assimilation était un petit peu compliquée. Il fallait tenir compte de différents critères. Premier critère, le budget de fonctionnement des établissements. Le second, le nombre d'agents. Et le troisième, la qualification des agents à encadrer au sein de ces structures. Aujourd'hui, on simplifie les choses. Maintenant, les CCAS sont assimilés par référence à leur commune de rattachement et les CIAS à leurs EPCI de rattachement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en compte le nombre d'habitants de la commune dont est issu le CCAS, et le CCAS pourra se prévaloir du coup d'une assimilation en fonction de ce nombre d'habitants-là. Donc, ça simplifie pour ces structures-là l'application des règles d'assimilation. Restent maintenant les autres établissements publics pour lesquels on applique encore ces règles un peu qui peuvent prêter à interprétation et à contestation sur la base de ces trois critères. Ensuite, un autre décret du 5 décembre 2025, cette fois-ci, qui simplifie encore une fois certaines dispositions qui sont relatives, celles-ci, à la disponibilité pour convenance personnelle. On a deux évolutions à signaler à travers ce décret-là. La première, la disponibilité pour convenance personnelle, ça, c'est pas modifié, elle est limitée à une durée maximale sur toute la carrière de l'agent de 10 ans. Auparavant, le texte prévoyait que pour qu'un agent puisse bénéficier de 10 années de dispo pour convenance personnelle, il fallait, dans tous les cas, qu'au bout de 5 ans, il soit réintégré au moins pendant 18 mois pour pouvoir bénéficier des 5 autres années de dispo pour convenance personnelle. Eh bien, tout simplement, le décret du 5 décembre supprime cette obligation de réintégration. Donc, on est toujours sur 10 ans de dispo pour convenance personnelle sur toute la carrière, qui peuvent être faits du coup de façon continue, sans réintégration obligatoire. Deuxième évolution qui intervient par ce décret sur la dispo pour convenance personnelle. Depuis 2019, comme vous le savez, les agents qui sont en dispo pour convenance personnelle peuvent, s'ils exercent une activité professionnelle, se faire valoir cette activité professionnelle pour pouvoir conserver, à titre dérogatoire, leur droit à l'avancement pendant leur disponibilité. Ces dispositions donc, qui étaient issues d'une réforme de 2019 prévoyaient que les agents, pour pouvoir bénéficier de cette dérogation-là, devaient justifier tous les ans de l'activité professionnelle exercée. On simplifie un petit peu les choses. Maintenant, les agents devront uniquement justifier de l'activité professionnelle au moment de leur retour, de leur réintégration à la fin de la disponibilité pour convenance personnelle. Le dernier texte, un texte qui apporte une précision sur les lieux dans lesquels peuvent se réunir les conseils de discipline. Alors jusqu'à maintenant, le texte prévoyait uniquement que les conseils de discipline pouvaient se réunir au siège des centres de gestion ou dans les tribunaux administratifs. Maintenant, ce décret du 8 décembre modifie le décret de 89 sur la procédure disciplinaire et il prévoit, pour les conseils de discipline dont le fonctionnement n'est pas géré justement par les centres de gestion, eh bien que les réunions du conseil de discipline pourront se faire par les centres de gestion, au sein des centres de gestion, dans les locaux des tribunaux administratifs, mais désormais également dans les locaux des sous-préfectures et au siège des collectivités ou établissements, mais dont ne relève pas le fonctionnaire. Donc, on ne peut pas faire une réunion du conseil de discipline au sein de notre propre structure mairie, par exemple, pour un agent de la commune, mais on peut le faire chez une collectivité voisine. Alors, voilà pour les textes. Maintenant, en ce qui concerne les jurisprudences, alors j'ai sélectionné quelques jurisprudences, deux premières jurisprudences qui relèvent de la même thématique. C'est la question des conséquences d'un agent qui, au moment de la procédure de recrutement, donnerait de fausses informations sur son expérience professionnelle. Alors, on a deux décisions qui ont été rendues ici à la suite de sanctions prononcées par l'administration qui se rend compte après coup qu'un agent, du coup, a menti sur son expérience professionnelle.
Dans ces deux affaires, la CA de Bordeaux et la CA de Paris, elles ont validé les sanctions qui avaient été prononcées, en considérant qu'ici, la manœuvre de l'agent caractérisait un défaut de loyauté et un manquement au devoir de probité et qu'elle justifiait pleinement les sanctions qui avaient été prononcées. Alors, dans la première affaire, la CA de Bordeaux, la sanction, c'était une exclusion définitive du service. Donc, c'était effectivement un agent stagiaire qui se voit exclure définitivement, qui perd le bénéfice de son stage et qui irradie des cadres. Il s'avère que dans cette affaire-là, l'agent, dans son CV, avait mentionné une expérience professionnelle qui était fausse. Et en outre, il avait utilisé un faux document administratif pour pouvoir se prévaloir de cette qualité de l'expérience professionnelle qu'il avait irrégulièrement inscrite dans son CV. Dans la deuxième affaire, jugée par la CA de Paris, la sanction, c'était un licenciement en cours de période d'essai. Ici, ce qui avait été reproché à l'agent, c'est d'avoir indiqué dans son CV qu'il avait eu une expérience professionnelle auprès des services du Premier ministre sur une période qu'il identifiait comme étant une période de 2019 à 2021, donc laissant entendre qu'il avait occupé ses fonctions pendant 2 ans. Et en réalité, il s'avérait que déjà, il y avait eu 2 engagements successifs qui n'étaient pas continus. Donc, il y avait une période de creux en 2019, sur l'année 2019. Et puis, en plus, l'agent a été licencié dès décembre 2020. Et donc, les mentions qui étaient portées dans son CV étaient complètement trompeuses. Et le juge a considéré que la sanction était, pour ce motif-là, justifiée. Les autres jurisprudences, sur la slide suivante, portent également sur la même thématique qui est la protection fonctionnelle. Alors, c'est des jurisprudences qui m'ont paru intéressantes pour 2 raisons. La première, c'est qu'on constate, nous, dans notre pratique, que les demandes de protection fonctionnelle, elles sont de plus en plus fréquentes. Et puis, elles sont de plus en plus fréquentes aussi lorsque des agents ou des élus font l'objet de poursuites pénales, parce qu'on on constate aujourd'hui de plus en plus de procédures pénales qui sont engagées, notamment contre des élus. Donc ici, un petit rappel avant d'évoquer les 2 jurisprudences que j'ai sélectionnées, sur la règle qui est quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui ont un lien avec ses fonctions, avec son mandat pour un élu, ces agents ou ces élus ont droit à la protection fonctionnelle, sauf dans l'hypothèse où les faits pour lesquels ils sont pénalement poursuivis relèvent d'une faute personnelle qui est détachable des fonctions. Ici, dans les 2 décisions que je vous cite, le juge a considéré que tel était le cas et que du coup, la protection fonctionnelle ne pouvait pas être octroyée. Donc, dans la première hypothèse, on est sur une demande qui avait été formulée par un agent qui s'était vu refuser la protection fonctionnelle par son autorité territoriale. Et l'autorité territoriale l'avait refusée parce qu'elle avait considéré que les faits pour lesquels l'agent était poursuivi, qui étaient détournement de fonds publics et harcèlement moral, l'administration avait considéré d'une part que ces faits étaient avérés, parce que la collectivité avait, c'était la ville de Paris, avait fait une enquête interne et avait du coup constaté la réalité des agissements. Et en plus, elle avait considéré que les faits étaient graves et donc étaient détachables à ce titre-là de l'exercice des fonctions. Les faits, très rapidement, c'était une agente qui travaillait, qui était responsable de l'atelier de restauration et de conservation des photographies, qui travaillait au sein d'un laboratoire, avec une équipe qui était sous son autorité et qui était chargée de restaurer des photographies, d'assurer leur conservation. Et donc, la ville de Paris avait considéré effectivement que les faits de harcèlement moral étaient caractérisés. Et en outre, sur le détournement de fonds publics, les faits de détournement de fonds publics, ils étaient caractérisés par le fait que l'agente s'était établi également qu'elle utilisait à des fins personnelles les outils qu'elle avait à sa disposition, les scanners, les différentes machines qui étaient présentes au sein du laboratoire, et qu'en plus de ça, elle faisait, sur le temps de travail des agents, elle leur confiait des tâches qui n'étaient pas des tâches liées au service et aux besoins de l'administration, mais des tâches complètement utiles à l'agente de façon personnelle, qui était la restauration de ses photos de famille, par exemple. Donc ici, la Cour valide la position de l'administration qui est de dire ces fautes sont établies d'une part et très graves, donc elles sont détachables de l'exercice des fonctions et l'agent n'a pas le droit à la protection fonctionnelle pour se défendre dans le cadre de l'instance pénale. Le deuxième jugement du tribunal administratif de La Réunion, on est dans l'hypothèse inverse dans laquelle des élus avaient sollicité la protection fonctionnelle et on leur avait accordé par délibération du conseil municipal et la préfecture a contesté cette délibération. Le tribunal administratif de La Réunion lui a donné raison. Ici, on avait donc 2 élus, le maire de la commune et un conseiller, qui étaient poursuivis pour différentes infractions. Et ce qui était reproché à ces personnes-là, c'est d'avoir reçu des sommes à titre privé, à hauteur, ce qui avait été évalué, c'était 400 000 € de sommes qui avaient été perçues par ces élus-là, versées par un promoteur immobilier en contrepartie de l'attribution d'autorisation d'urbanisme. Donc ici, malgré ces faits-là qui sont effectivement assez graves, le conseil municipal avait attribué la protection fonctionnelle, la préfecture conteste et le tribunal annule la délibération.
c'est une décision qui est récente. Je ne sais pas si elle fait l'objet d'un appel, mais on peut quand même supposer que si un appel est engagé, il sera rejeté au regard des éléments de ce dossier. Ensuite, autre décision qui nous apporte quelques éclaircissements que j'ai trouvé intéressants sur les règles d'avancement. La première qui a été rendue par la CA de Paris, c'était la situation d'un agent qui était titulaire du grade d'adjoint technique. Cet agent-là, il avait fait 2 demandes d'avancement simultanées. Premièrement, il avait demandé à bénéficier d'une promotion interne au grade d'agent de maîtrise, qui lui avait été refusée. Et deuxièmement, il avait sollicité en même temps, alternativement, la possibilité de bénéficier d'un avancement de grade dans une autre filière, parce qu'il souhaitait du coup accéder au grade d'adjoint administratif de première classe. Ces 2 demandes-là ont été rejetées et le tribunal, la CA de Paris ici, a validé la décision de l'administration. La première était fondée sur des motifs d'ordre médical. On avait effectivement les instances médicales qui avaient unanimement considéré que l'agent était inapte définitivement aux fonctions techniques. Et ici, la Cour nous dit, à partir du moment où l'agent est inapte à des fonctions techniques, l'administration assez logiquement refuse de le promouvoir sur un nouveau grade de la filière technique. Et puis sur le deuxième point, qui est là aussi intéressant, l'administration justifiait sa décision de refus d'avancement par des comportements fautifs qui avaient justifié une sanction disciplinaire. C'était ici un cumul d'activités irréguliers. Et le juge considère qu'effectivement, cette sanction qui avait été prononcée pouvait être prise en compte parce que justement, les faits fautifs qui avaient été reprochés à l'agent permettaient d'apprécier sa valeur professionnelle et qu'on pouvait refuser son avancement pour ce motif-là. Je trouve que cette décision est intéressante parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel on s'interroge souvent et on a parfois un peu une crainte de reprocher à un agent des comportements fautifs pour refuser un avancement. Et ici, clairement, cette décision va dans ce sens et c'est très intéressant. Ensuite, autre décision, la CA de Bordeaux, c'était l'hypothèse d'un agent qui était placé en congé maladie, qui n'avait pas bénéficié d'avancement, qui contestait cette décision-là. L'administration, elle expliquait que l'agent avait été absent pendant tellement longtemps qu'il n'avait pas pu être l'objet d'évaluation annuelle. Et la CA de Bordeaux revient sur l'analyse de l'administration en indiquant que c'est pas parce qu'un agent n'est pas présent du fait de ses arrêts maladie qu'on peut pas apprécier sa valeur professionnelle et du coup se prononcer sur son droit à l'avancement. Et la Cour précise que l'administration aurait dû notamment, par exemple, tenir compte de ses précédentes évaluations. Donc ça, c'est également un élément important à prendre en compte parce que vous pouvez être confronté à ces sujets-là. Enfin, les dernières jurisprudences, donc 2 sujets différents. La première, très intéressante, c'est une décision de la Cour des comptes qui a été rendue dans le cadre justement de la mise en cause de la responsabilité des gestionnaires. Ici, c'était des présidents successifs de centres de gestion, le DGS du centre de gestion et la DRH qui avaient été poursuivis pour avoir mandaté le paiement d'une prime de 13e mois qui était irrégulière. Cette décision, elle me paraît très intéressante pour 2 raisons. Aujourd'hui, dans nos dossiers, on se rend compte que les contrôles de légalité sont très à cheval sur ces questions d'avantages collectivement acquis et font un peu la chasse aux avantages collectivement acquis illégaux. Et puis aussi par le fait qu'on a effectivement de plus en plus de procédures devant les juridictions financières. Donc ici, il était acquis que la prime de 13e mois était irrégulière parce qu'on n'avait pas au dossier de délibération antérieure à 84 qui permettait de l'attribuer. Simplement, la Cour des comptes a considéré a décidé de relaxer les personnes poursuivies en tenant compte notamment du fait qu'à partir du moment où le président du centre de gestion en poste à ce moment-là avait été informé via un contrôle CRC de l'illégalité de la prime de 13e mois, il avait mis fin à son versement. Donc, je pense que c'est important de tenir compte de cette décision et de bien maintenant avoir à l'esprit que si vous faites l'objet d'un contrôle de légalité, d'une observation de la CRC ou autre qui met en lumière l'irrégularité du versement d'un élément de rémunération à vos agents, le conseil vraiment, c'est de régulariser la situation et de mettre fin au versement parce que sinon, on voit que le risque d'engagement de la responsabilité aujourd'hui, il est réel. La dernière jurisprudence, donc rendue par la CA de Bordeaux, c'était l'hypothèse d'un agent qui siégeait en CAP. C'était une agente qui travaillait 4 jours par semaine, qui travaillait jamais les mercredis. Elle avait participé à de nombreuses CAP les mercredis et du coup, elle contestait le refus de l'administration de lui attribuer soit des heures de récupération, soit une rémunération supplémentaire du fait de ses présences en CAP les mercredis. L'administration avait refusé. La CA de Bordeaux, elle confirme la position de l'administration, qui me semble pour moi assez cohérente, de dire que les agents qui sont représentants syndicaux et qui siègent en instance, ils ont des droits. Notamment, ils bénéficient de facilités pour s'absenter avec des autorisations d'absence ou l'application de l'utilisation des crédits d'heures syndicales. Mais finalement, s'ils ont à exercer leur activité en dehors de leur temps de travail, on n'a pas à leur faire bénéficier de récupération, de rémunération pour ces heures. Voilà. Donc voilà aussi cette dernière jurisprudence qui peut vous être utile dans le quotidien et dans la gestion des demandes de vos agents.
J'en ai terminé sur la fonction publique et je laisse la place à Jean-Marc Petit sur le droit de l'urbanisme. Merci Jennifer. Eh bien, évidemment, en matière d'urbanisme, ce qu'il ne fallait pas manquer pendant le deuxième semestre 2025, c'est la loi de simplification. Bon, évidemment, nous sommes toujours à l'affût des lois de simplification pour vérifier si il y a réellement des simplifications ou si on se trouve avec des sujets plus complexes. Mais celle-là est très importante. J'ai sélectionné 5 thèmes qui me paraissent majeurs. Le premier, c'est l'allègement des procédures d'évolution de SCOT et de PLU à compter du 27 mai 2026, 6 mois après la promulgation de la loi. Et cet allègement des procédures est réel et très important. Pourquoi? Parce que le champ d'application des procédures de révision va être réduit à compter de cette date-là et le champ des procédures de modification va se trouver en parallèle notablement étendu. Les révisions ne seront plus obligatoires que pour les changements d'orientation des PADD pour les PLU et pour les passes des SCOT, ce qui fait que matériellement et mécaniquement, les procédures de modification seront beaucoup plus utilisées. Et puis, ce qui est notable du point de vue de la procédure, c'est que la procédure de modification est également allégée, puisqu'il n'y aura plus de distinction entre les modifications simplifiées et les modifications avec enquête publique. On sera dans des cas de modification avec une consultation du public, mais sans enquête et donc sans commissaire enquêteur, ce qui est un allègement des calendriers de procédure. Le deuxième thème concerne l'élargissement, là aussi assez important, du champ des dérogations aux règles de PLU. Vous savez que le code de l'urbanisme, c'est très ancien, contient une liste de dérogations possibles. La première modification, c'est celle qui concerne l'extension du champ des dérogations de plein droit en matière de stationnement autour des gares et des stations de lignes de transport public en site propre ou transport guidé. Auparavant, on avait un rayon de 500 mètres autour de ces stations et de ces gares, et les programmes de logement bénéficiaient d'un plafonnement pour les logements libres à une place par logement. Eh bien, le périmètre géographique est étendu de ces dérogations de plein droit, puisque dorénavant, la distance sera de 800 mètres. Donc, beaucoup de projets supplémentaires qui vont bénéficier de cette exonération de plein droit automatique. La loi ouvre de nouvelles facultés de dérogation. Et là, vous en avez 3 qui sont importantes. C'est d'abord en matière de destination, 2 dispositions qui permettent de changer les destinations malgré les dispositions d'un PLU, y compris, c'est vraiment très important, pour les anciens bâtiments agricoles en zone agricole ou naturelle. Ces facultés de dérogation sont très bien encadrées et un certain nombre de garde-fous existent, notamment pour les bâtiments agricoles dans les zones agricoles, avec l'avis de la fameuse CDPENAF. Deuxième modification notable, vous avez un avantage assez important qui est donné aux surélévations de construction achevées depuis plus de 2 ans, puisque dans ces cas-là, et lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement, c'est la possibilité de déroger à toutes les règles du règlement de zone du PLU concerné, et pas simplement aux règles de destination. Et puis, vous avez aussi une modification importante, c'est la création de périmètres arrêtés par délibération qui permettent de déroger aux obligations en matière de stationnement pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville. Troisième catégorie de modification pour les dérogations, c'est l'élargissement de certaines facultés de dérogation qui existaient, mais qui n'étaient applicables qu'en zone tendue. Zone tendue, c'est à peu près 1500 à 1700 communes en France. Eh bien, une extension à toutes les communes françaises, donc pas seulement celles qui sont en zone tendue. Vous avez beaucoup d'exemples de dérogations qui entrent dans cette rubrique, mais la plus importante à mes yeux, c'est la faculté de réduire le nombre de places de stationnement, là encore près des gares et des stations de transport collectif guidé ou en site propre. Donc la possibilité d'aller au-delà du minimum de plein droit que je vous ai décrit. Et là encore, la distance est augmentée de 500 à 800 mètres. Donc une modification notable du champ des dérogations potentielles.
Pour ces 3 dérogations, vous pourrez vous référer aux 3 slides qui suivent. Je n'insisterai pas sur chacune, mais vous avez les dispositions minimales. On passe directement donc à mon point 3. Encore. Le 3e sujet majeur, c'est le sujet contentieux qui est abordé par la loi. Et le premier sujet est la réduction des délais de recours. Alors, comment la loi réduit-elle les délais de recours? Eh bien, elle réduit le délai de recours pour les recours gracieux contre les autorisations droit des sols ou les refus d'autorisation droit des sols à 1 mois au lieu de 2. Donc, les tiers qui veulent faire un recours gracieux doivent l'engager pour un permis de construire dans le mois de l'affichage et plus dans les 2 mois. À cause de ça, le délai de réponse de l'administration est maintenu à 2 mois. Et vous savez que par ailleurs, vous avez des règles de délai pour les retraits de permis accordés. Le délai, c'est 3 mois. Et pour le retrait des refus, le délai est 4 mois. Et là où la loi ajoute vraiment à l'état des textes existants, c'est que ce recours gracieux n'aura plus d'effet interruptif du délai de recours contentieux. C'est-à-dire que concrètement, les tiers ne retrouveront pas les 2 mois de recours après la réponse du maire, implicite ou expresse, au recours gracieux. S'ils veulent poursuivre et saisir le tribunal administratif, ils doivent impérativement ne pas tenir compte de la réponse au recours gracieux et ils ont simplement le délai de 2 mois de base pour saisir le tribunal administratif. Donc, vous voyez qu'en termes de lisibilité des délais, c'est une innovation très, très importante pour les collectivités et pour les opérateurs bénéficiaires de permis. Très concrètement, ça nécessite quand même de la part des communes de reprendre toutes les formules types que l'on peut trouver dans les arrêtés de permis, dans les lettres de notification de refus, par exemple, ainsi que dans les accusés-réceptions que l'on envoie au recours gracieux pour les titulaires, enfin pour les pétitionnaires qui se voient opposer une décision de refus, mais il faut reprendre toutes ces formules pour qu'elles ne soient pas incohérentes avec les nouvelles dispositions. Donc ça, c'est un travail important qui est à faire depuis la publication de la loi. Et puis, dernier point sur le contentieux, c'est une série d'avantages accordés aux titulaires de permis, enfin aux pétitionnaires, en cas de refus d'autorisation, et notamment l'impossibilité pour l'administration de soulever d'autres motifs de refus tout au long du contentieux. Le délai pour opposer de nouveaux motifs au contentieux est limité à un délai de 2 mois à compter de l'enregistrement de la requête. Le dernier point qui est important, c'est les dispositions de la loi, donc c'est le 5e thème sur la slide suivante, c'est la suite du feuilleton sur le verdissement et la solarisation des toitures et des parkings. Alors vous savez, on en a parlé la dernière fois que la loi du 30 avril 2025 est venue retoucher les dispositifs du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'urbanisme. La loi de simplification, elle apporte 3 modifications importantes. D'une part, pour les parkings qui font plus de 1500 m² de surface, vous savez que ces parkings sont assujettis à avoir sur 50% de leur surface en solarisation, en ombrière, essentiellement. Eh bien, le dispositif est assoupli puisque ces 50% ne doivent pas être constitués que d'ombrières. Ils peuvent être constitués à 35% d'ombrières et le reste en ombrage végétal. Donc, c'est un allègement d'une disposition qui était très critiquée, vous le savez, par notamment les opérateurs commerciaux. Ensuite, vous avez 2 dispositions importantes de la loi. C'est celle qui revoit, qui clarifie et assouplit les conditions de report des délais pour ce même article 40, donc les parkings de plus de 1500 m². Vous savez qu'à des dates qui ont été fixées par la loi EPER, on doit une mise en conformité des parkings existants aux obligations de la loi. Eh bien, les dates ont été recalées pour permettre essentiellement pour ceux qui utilisent des panneaux de la seconde génération, hein, des panneaux vertueux de PV, de respecter ces délais et donc un petit avantage au niveau des conditions de prorogation. Et puis cette dernière disposition qui concerne
pour le coup, à la fois les parkings de plus de 1500 m² qui sont soumis à l'article L111-19.1 du Code de l'urbanisme et les parkings de plus de 1500 m² qui sont soumis à l'article 40, c'est cette disposition qui finalement gèle l'effet des PLU. La loi prévoit que l'application des règles des PLU ne peut pas avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs prescrits au titre de l'article 40 et au titre de l'article L111-19.1. C'est une disposition très importante. Ce serait attendu à ce qu'elle soulève des débats plus fournis, puisque c'est une limitation au contenu des PLU sur des sujets importants. Mais tel n'a pas été le cas et le texte a été voté en l'état. Pour la jurisprudence, on avait beaucoup de dispositions importantes en 2025, mais j'ai sélectionné celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle intéresse des pouvoirs qui sont de plus en plus mis en œuvre par les collectivités. Ce sont les mises en demeure qui relèvent des articles L481-1 et suivants du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire à côté du volet pénal et des infractions en matière d'urbanisme, ce volet administratif qui permet aux maires, notamment, de prescrire des mises en demeure à l'adresse des personnes qui construisent sans permis ou en méconnaissance des règles du PLU pour se mettre en conformité et plus radicalement pour prendre des mesures matérielles telles des démolitions par exemple ou des remises en état. Le sujet qui était très important, c'était de savoir si les communes pouvaient utiliser ce dispositif administratif pour des infractions qui étaient prescrites pénalement, c'est-à-dire s'il y avait une sorte d'autonomie entre ce dispositif administratif, ces mises en demeure administratives et le volet pénal. Eh bien non, répond le Conseil d'État, ce dispositif, ces mises en demeure, ne peuvent pas concerner des travaux qui sont, des infractions qui sont pénalement prescrites. Donc, au bout de 6 ans, après en principe l'achèvement des travaux, puisque c'est le commencement du délai de prescription, eh bien 6 ans après l'achèvement des travaux, les pouvoirs des articles L481-1 ne peuvent plus être mis en œuvre. Voilà, c'est une décision du Conseil d'État du 24 juillet 2025. Cet arrêt traite aussi des questions un petit peu complexes de succession de travaux effectués dans le temps et de l'application de ces dispositions. Voilà sur le volet urbanisme. Je passe la parole à Xavier Hemmens. Je pense qu'on a un petit problème avec Xavier, donc je propose de laisser la parole à Sylvie sur le volet pénal. Sylvie, je te laisse la parole. Ton micro est coupé, Sylvie. Ton micro. Le micro est coupé. Alors oui, Sylvie, on ne vous entend pas. Allez-y. Non. Alors, essayez peut-être sans casque. Voir si c'est mieux. Non. Non, 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 on ne vous entend pas. Essayez de débrancher votre casque et de parler tout simplement sans... Non. Toujours pas. Votre micro est pourtant bien ouvert. Est-ce que le mien fonctionne? Oui, 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 Simon, ça, je vous entends.
Non, c'est Xavier. Xavier, c'est bon, on va te pardon, donner la Xavier. parole, le temps de refaire Exactement. la problématique. Ok, À toi, Xavier. Bon, excusez-nous pour ces merci. problèmes techniques. Donc, oui, je reprends. Donc, je vous parlais donc du droit de l'immobilier, le droit de la construction, l'actualité sur les 6 derniers mois. Et donc, je vous ai sélectionné 4 décisions du Conseil d'État. Vous allez remarquer, elles datent toutes du mois de juillet, non pas que je sois bloqué sur le mois de juillet. Il s'agit d'un concours de circonstances, à croire que la période estivale a inspiré les juges du Palais Royal. Donc, première décision, c'est une décision qui est relative à l'obligation de direction et de contrôle du marché qui pèse sur le maître d'ouvrage public. Vous savez, cette obligation de direction et de contrôle, elle est généralement mobilisée par les autres intervenants pour essayer d'obtenir réparation de leur préjudice, résultant notamment d'une défaillance d'un autre acteur du chantier, généralement le maître d'œuvre, mais ça peut être une autre entreprise qui est défaillante et on reproche au maître d'ouvrage public de ne pas l'avoir mis en demeure ou de ne pas avoir résilié son marché, plutôt de ne pas avoir remplacé par un autre acteur plus efficace. Et là, c'est intéressant puisque l'application de cette obligation est tout autre, puisqu'elle est mobilisée pour engager la responsabilité du maître d'ouvrage dans le cas d'une inaction dans le choix du procédé constructif qui s'est révélé inadapté. Et là, en l'espèce, on a reproché au maître d'ouvrage public de ne pas être intervenu dans le cadre du choix du procédé constructif. Alors, c'est quand même très contre-intuitif parce qu'on a quand même l'habitude de penser que le maître d'ouvrage fait appel à des maîtres d'œuvre et à des constructeurs, et c'est eux qui déterminent, selon leur expérience et leurs compétences, le procédé constructif. Là, il y avait une particularité, c'est que le maître d'ouvrage disposait d'informations particulières, spécifiques, qui étaient déterminantes dans le cadre du choix du procédé constructif. Alors concrètement, il s'agit de la construction d'un ouvrage d'impôt sur la rocade de Bordeaux qui s'appuyait contre un ouvrage existant. En fait, la métropole de Bordeaux, qui était le maître d'ouvrage, savait que l'ouvrage sur lequel s'appuyait le nouvel ouvrage était fragile et connaissait également la mauvaise qualité du terrain. Et il n'est pas intervenu dans le cadre du choix du procédé constructif alors qu'il avait en main ces données qui étaient essentielles dans le choix de ce procédé constructif. Par conséquent, le juge a retenu qu'il y avait un lien de causalité avec les dommages, qui est la perte du temps des entreprises dans le choix de ce procédé constructif. Néanmoins, la responsabilité n'est pas pleine et entière. La part de responsabilité octroyée qui a été mise sur le dos du maître d'ouvrage public n'est que de 25%. Bien entendu, la part prépondérante de responsabilité revient au maître d'œuvre et au bureau de contrôle qui avait en charge de choisir, de définir ce procédé constructif. Décision suivante, sur la diapo suivante, il s'agit de la question du transfert de compétences et de son effet en matière de droit d'agir dans le cadre de l'action en garantie décennale. Alors, il y a une solution qui a été consacrée par le Conseil d'État précédemment à plusieurs reprises, c'est que l'action en garantie décennale se transmet aux propriétaires successifs d'un ouvrage. Par conséquent, lorsque des dommages apparaissent, on parle de dommages de nature décennale, par conséquent, il s'agit de dommages qui compromettent, vous le savez tous, la solidité de l'ouvrage ou alors qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Lorsque ces désordres interviennent dans le délai de 10 ans à compter de la réception, on peut engager la responsabilité décennale. Et la question de savoir qui engage la responsabilité décennale, eh bien, c'est la personne qui est propriétaire au jour où est engagée cette action en responsabilité décennale. Et par conséquent, en cas de transfert, de vente, de cession, eh bien, de l'immeuble, de l'ouvrage, eh bien, c'est le nouveau propriétaire qui va engager cette action en responsabilité décennale. La garantie décennale suit avec le transfert de propriété. Et cette décision est intéressante puisqu'elle applique cette solution à un cas de cession particulier qui est celui de transfert de compétences entre collectivités territoriales. Ce transfert de compétences s'accompagne en principe
du transfert des biens qui sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Et par cette décision, le Conseil d'État confirme cette solution qui était attendue, c'est que le transfert des biens dans le cadre d'un transfert de compétences entraîne également le transfert du bénéfice de la garantie décennale. Troisième décision, maintenant, il s'agit toujours de garantie décennale et cette fois-ci, il s'agit d'interruption du délai de prescription qui est, comme vous le savez, de 10 ans. Premier élément de cette décision, c'est l'effet interruptif. Le délai de prescription de 10 ans peut s'interrompre. Et l'une des causes d'interruption du délai décennal donc de 10 ans, c'est la reconnaissance par l'entreprise de sa responsabilité. Et là, on a une illustration d'une reconnaissance de responsabilité par l'entreprise. C'est tout simplement lorsque l'entreprise, dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, va revenir sur le chantier pour tenter de remédier aux désordres qui sont apparus et qui ont été dénoncés par le maître d'ouvrage. En jurisprudence, il est considéré que cette intervention volontaire de l'entreprise pour essayer de remédier à un désordre de nature décennale permet d'interrompre le délai de prescription, le délai décennal. Cela veut dire que très concrètement, à compter du jour de la dernière intervention de l'entreprise, il y a un nouveau délai de 10 ans qui va commencer à courir. Et là, le Conseil d'État vient apporter une précision importante, c'est qu'il nous dit que cette interruption du délai décennal n'est que relative. Cela veut dire qu'il n'a pas d'effet erga omnes à l'encontre de tous. Il a un effet uniquement à l'encontre de l'entreprise qui est intervenue, qui a interrompu le délai de prescription. Par conséquent, il n'a pas d'effet sur les autres constructeurs, les autres intervenants sur le chantier qui, eux, restent soumis au délai de prescription initial, donc 10 ans à compter de la réception. Donc cela impose une certaine vigilance. Il ne faut pas espérer que l'interruption qui est faite par l'intervention de l'entreprise vaut également à l'encontre des autres intervenants. Non, cette interruption ne vaut qu'à l'encontre de l'intervenant qui a bien voulu volontairement intervenir sur le chantier et donc qui a interrompu le délai de prescription. Dernière décision maintenant, il s'agit d'une décision sur la notion, on reste toujours en matière de garantie décennale, sur la notion d'ouvrage. Comme vous le savez, la garantie décennale s'attache sur la notion d'ouvrage. Et pour pouvoir bénéficier de cette garantie décennale, il faut pouvoir démontrer que les travaux en question sont relatifs à la construction d'un ouvrage. Et là, la question était de savoir si cette nature particulière de travaux, qui étaient des travaux de remblaiement de terrain avec des matériaux compactés, avec également de la terre végétale et de l'engazonnement vert, qui étaient des travaux de remblaiement principalement destinés à accueillir une nouvelle construction, pouvaient constituer des ouvrages, pouvoir faire bénéficier de la garantie décennale les maîtres d'ouvrage publics. Le désordre en question, quel était-il? Il s'agissait d'un problème de défaut d'altimétrie du terrain et puis peut-être aussi un défaut de performance du sol en raison de travaux de remblaiement qui avaient mal été exécutés puisqu'ils ont été retrouvés dans ces travaux de remblaiement des morceaux de cave et d'anciennes fondations qui fait que le sol est un petit peu instable et avait un problème d'altimétrie. Et le Conseil d'État vient nous dire que ces travaux, quand bien même ils auraient été réalisés dans l'attente d'une opération de construction, en vue de la réalisation d'une travaux d'opération de construction immobilière, ne portaient pas eux-mêmes sur la réalisation d'ouvrages au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Par conséquent, ces travaux de remblaiement ne bénéficient pas de la garantie décennale et donc le maître d'ouvrage public ne peut pas engager la responsabilité des constructeurs sur ce fondement-là.
Deuxième apport intéressant qui est plus d'ordre procédural de cet arrêt, c'est que le Conseil d'État exerce un contrôle, le juge de cassation, de qualification juridique des faits sur la question de savoir si ces travaux portent sur la réalisation, et par résiliation, il y a une faute de frappe, pardon, d'un ouvrage. Cela veut dire que si on n'est pas satisfait de l'arrêt de la Cour d'appel, eh bien, on peut aller discuter encore devant le Conseil d'État la question de savoir si les ouvrages en question constituent eh bien, un ouvrage au sens de la garantie décennale. Donc ça, c'est une solution intéressante et qui amène à rappeler certaines règles de prudence pour les maîtres d'ouvrage publics, parce que, comme vous le savez bien, à partir du moment où les travaux sont réceptionnés et où le décompte général définitif est notifié, il n'est plus possible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs. Vous ne disposez donc que de la garantie décennale, et la garantie décennale, comme on l'a vu, est restreinte aux travaux de nature décennale et par conséquent aux travaux qui portent sur la construction d'ouvrages. D'où la nécessité peut-être, et ça c'est important de se poser la question parce qu'on ne voit pas assez dans les dossiers, se poser la question d'introduire dans le cadre de vos marchés de travaux, dans les CCTP notamment, des garanties contractuelles et par la suite dans le cadre des décomptes généraux définitifs, des réserves pour pouvoir permettre par la suite d'engager eh bien, la responsabilité contractuelle des intervenants. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à Sylvie pour le droit pénal des collectivités. Merci Xavier. Est-ce que vous Super, m'entendez? Oui, oui, absolument Sylvie, c'est tout bon. Petit stress. Bonjour à tous. Voilà, donc sur le volet pénal, eh bien, nous avons l'actualité très fraîche puisque le mois dernier, nous avons eu le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption sur 2025-2029 qui a été publié. Donc c'est un plan adopté par le gouvernement dans le cadre d'une loi que vous commencez à bien connaître, j'imagine, qui est la loi Sapin 2. Et ce deuxième plan pluriannuel fixe les priorités de l'État pour faire face aux risques spécifiques, bien sûr, générés par la corruption. Le plan vise à renforcer la prévention des atteintes à la probité et en particulier, et cela vous concerne, dans les administrations publiques, les collectivités locales et plus largement les entreprises, tout en mettant l'accent sur les risques liés à la criminalité organisée qui tend à se développer. Toutes ces administrations doivent renforcer leurs dispositifs de prévention, c'est un rappel, et de détection de la corruption. Alors, ce qui est mentionné, c'est sur la base d'une analyse précise des risques. Donc, on invite ces acteurs à mettre à jour, voire à réaliser, s'ils n'en ont pas, des cartographies des risques sur ces sujets, et avec l'implication donc des dirigeants publics et avec des formations à développer et à renouveler régulièrement dans le cadre de ces administrations ou collectivités. Une vigilance particulière devra être portée sur les secteurs les plus exposés, et cela ne vous étonnera pas, notamment les achats publics et les opérateurs de l'État ou organismes chargés de missions de service public. Nous avons 4 axes dans ce plan pluriannuel et l'un d'eux va nous intéresser davantage. Donc, le premier, c'est de renforcer la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité au sein de l'administration de l'État. L'axe 2, c'est d'aider les collectivités territoriales à lutter contre les atteintes à la probité. L'axe 3, protéger les acteurs économiques contre les atteintes à la probité. Et le dernier axe, lutter contre la corruption au niveau international. L'axe 2 qui concerne spécifiquement les collectivités territoriales eh bien, est plus axé sur 3 mesures, à savoir clarifier le cadre juridique applicable en matière d'atteinte à la probité dans les collectivités territoriales. Alors, avec une modification du cadre juridique de l'infraction de prise illégale d'intérêt pour supprimer cette infraction dans le cas de conflit d'intérêts entre 2 intérêts de nature publique. Également une clarification des règles relatives à l'encadrement des recrutements
familiaux, puisqu'on rencontre un certain nombre de cas et de dossiers que nous suivons d'ailleurs pour les postes pourvus sans concours au sein des collectivités territoriales. Et puis un renforcement des dispositions déontologiques du code de sécurité intérieure applicable à la police municipale. Autre point, c'est d'accompagner les élus et les agents territoriaux dans une meilleure maîtrise des risques d'atteinte à la probité, avec une attention particulière pour la zone géographique outre-mer. Avec, eh bien, cela passe par une mise à disposition d'outils et de formation pour les élus, les agents territoriaux et un renforcement d'échanges sur les bonnes pratiques. Et on verra que l'Agence française anticorruption intervient beaucoup, soit dans le cadre de contrôle, exercé dans le cadre de, en fait, exercé sur des collectivités ou bien en accompagnement pour aider ces collectivités, ces administrations au sens large dans la mise en place de bonnes pratiques pour prévenir et lutter contre la corruption. Ensuite, eh bien, un autre point, c'est de renforcer le suivi et de contrôler la bonne application par ces collectivités des dispositifs de prévention et de détection des atteintes avec eh bien, une attention toute particulière sur les règles de transparence avec une poursuite des actions de contrôle et d'accompagnement des collectivités en matière de prévention et de détection des risques, une réflexion sur l'élaboration d'un recensement des collectivités territoriales qui respecteraient ou non leurs obligations de publicité sur les données essentielles afférentes à la commande publique. Ensuite, sur un petit rappel sur les dernières actualités de l'Agence française anticorruption, peut-être que vous avez eu dans le cadre de votre collectivité un contrôle, puisque ces contrôles en effet s'accélèrent. Nous avons quelques clients qui ont été contrôlés ou qui sont en cours de contrôle de l'Agence française anticorruption. Donc, nous avons un nouveau, alors le guide, ça c'est pour rappel, parce que à nouveau, si vous n'avez pas eu le temps de le consulter ou d'avoir d'utiliser un outil qui est très bien conçu d'auto-évaluation sur Probicité. C'est une auto-évaluation en fait qui est mise à disposition, conçue par l'AFA et destinée aux élus du bloc communal et à leurs collaborateurs afin de leur permettre d'évaluer. Donc, il y a un certain nombre de questions, donc d'évaluer le degré de maturité, car il est assez inégal, comme vous pouvez le deviner, des communes face au risque d'atteinte à la probité. Voilà, donc ce guide sur les élus, à l'attention des élus du bloc communal pour mieux gérer les risques d'atteinte à la probité. Autre guide et tout récent, c'est la publication par toujours l'Agence française anticorruption sur en fait les entreprises publiques locales, qui est donc paru en octobre dernier. C'est très opérationnel, il est très bien conçu. Je vous invite à le consulter. Il reprend les principaux éléments d'un plan anticorruption. Bien sûr adapté aux spécificités d'une entreprise publique locale selon la taille, ses moyens et bien sûr la réalité opérationnelle, la réalité du terrain. Alors vous avez des fiches pratiques pour l'élu, le dirigeant, les salariés pour vous interroger sur eh bien, la déontologie dans l'entreprise. C'est un beau sujet. Donc quel est l'encadrement, quelle est la gouvernance à mettre en place au sein de votre organisation pour mettre en œuvre eh bien, ces règles de déontologie, ou du moins de les rappeler pour sensibiliser davantage les agents, notamment sur des sujets d'actualité et grandissants, les conflits d'intérêts, les cadeaux, les invitations, les parrainages, les sujets de sponsoring. Également des fiches sur les risques auxquels chacun est exposé pour en fait notamment sur des risques alors que l'on dit classiques sur les fonctions support, notamment les fonctions ressources humaines et marché public, et sur certains métiers. Bien sûr, puisqu'en fait ces EPL agissent dans un univers de risques très divers, l'aménagement, l'urbanisme, le logement social, la culture, l'environnement, etc. Et bien sûr, les EPL sont invités à se doter
de bonnes pratiques, d'outils pour sécuriser les actions. Voilà, donc vous avez dans ce guide une palette d'outils très intéressante à mettre en place. Ensuite, je passe assez rapidement, mais vous pourrez le consulter. C'est la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur l'évaluation de la politique publique de lutte contre la corruption. Et c'est très intéressant et il est bien conçu, comme qu'on pourrait dire comme toujours, puisque vous avez un rapport qui est très développé, mais vous avez, ce qui est très pratique, une synthèse donc qui permet d'aller à l'essentiel. Et que nous dit ce rapport? Eh bien, les constats sont les suivants. Il y a un manque de connaissance des phénomènes de corruption. Il y a un cadre juridique très étoffé et de plus en plus étoffé pour lutter contre la corruption, mais qui est construit par empilement, donc une sorte de millefeuille qui n'est pas évident à déchiffrer. Il y a un déploiement des instruments de prévention et de détection en progrès dans le secteur privé, mais encore lacunaire dans le secteur public. Il est relevé également, et ça c'est un point très important, que les sanctions non pénales, donc de nature administrative, sont insuffisamment mises en œuvre et il pointe du doigt l'Agence française anticorruption qui a alors à ses côtés une commission des sanctions indépendante, puisque je rappelle, l'AFA est sous la tutelle de deux ministères, budget et justice. Cette commission, c'est une petite anecdote, mais qui n'est pas neutre, des sanctions n'avaient pas été renouvelées. Donc, on n'a pas eu de commission des sanctions pendant 2 ans, ce qui n'a pas amélioré la note de la France dans le cadre de l'évaluation des bons élèves, hein, puisqu'il y a un classement mondial pour voir les États, les organisations, il y en a 170 qui sont listés et donc notre note a été dégradée dans le cadre de nos travaux de prévention et de lutte contre la corruption. Donc, l'AFA est invitée à utiliser davantage sa commission des sanctions qui rend des sanctions de nature administrative, donc des amendes destinées bien aux personnes morales et également aux personnes privées qui n'auraient pas mis en place ce que l'on attend en fait notamment d'une collectivité, un plan de lutte contre la corruption. Donc, avec des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, voire 200 000 euros pour les personnes physiques. Également une chaîne pénale qui est en tension, des moyens insuffisants et on le sait, vous le savez certainement dans le cadre de vos fonctions, et une stratégie anticorruption qu'il faudrait davantage assumer. Et quelles sont les recommandations en fait de la Cour des comptes? Et très brièvement, vous le verrez si vous consultez ce rapport. Eh bien, c'est de s'assurer que l'AFA renforce son dispositif de mesure et d'analyse de la corruption, de modifier les modalités d'agrément des associations de lutte contre la corruption en précisant les critères à prendre en compte. Je passe rapidement. Et dans le secteur public, s'assurer que l'AFA veille au déploiement effectif des référents, ça va vous intéresser, déontologues et également des dispositifs d'alerte interne obligatoires. Ça, il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas forcément mis en place ce dispositif d'alerte obligatoire à partir du moment où elles ont atteint le seuil de 50 salariés depuis 2018 et de mettre en fait en place ce canal qui recueille les alertes. Et également eh bien, un rappel sur la publication obligatoire des données relatives au marché public. Et puis enfin, je termine sur en fait concernant ce rapport, de mettre en œuvre des outils et mesures de contrôle adaptés aux enjeux de la corruption liés à la criminalité organisée, comme je disais tout à l'heure, qui se développe, et en particulier pour la détection des consultations illicites et des usages détournés de fichiers pour la gestion du personnel, notamment exerçant des fonctions sensibles.
Je passe très rapidement. J'ai une autre slide sur les recommandations, mais vous pourrez en prendre connaissance. C'est quand même de renforcer, avant de rappeler une décision de la Cour de cassation sur le détournement de fonds publics, sur lequel nous avons travaillé d'ailleurs pendant un certain nombre de semaines avec Gilles et Jennifer. Donc, c'est de renforcer la professionnalisation du traitement pénal des atteintes à la probité et en s'appuyant vraiment sur une formation renforcée et avec l'intervention de formateurs, d'experts pour davantage sensibiliser les personnes au sein notamment des collectivités, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances et pas forcément de volonté de commettre bien sûr des infractions. Je termine avec, pour mémoire, alors nous l'avions déjà évoqué en juillet dernier, c'est un arrêt de la Chambre criminelle, la Cour de cassation rendu le 30 avril, qui à nouveau confirme, et ça c'est régulier, la pleine responsabilité pénale de l'élu local pour les actes d'ordonnateur ou de gestion. Cela porte en fait sur les rémunérations de directeurs généraux des DGS. Et là, nous avons été plus une semaine durant avec Jennifer devant le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura le plaisir d'en parler en juillet prochain, puisque nous attendons en fait le délibéré. Un jugement sera rendu en février prochain sur justement à partir de quand, et ça concerne en fait la réglementation, l'encadrement, en fait, le droit de la fonction publique, et à partir de quel moment on va basculer en pénal, parce qu'on doit vous dire que ce que l'on constate au sein du cabinet, c'est que nous avons un accroissement des signalements, ce qu'on appelle les signalements de l'article 40, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus de chambres régionales et territoriales des comptes qui déclenchent l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire en fait qui lance une alerte auprès du procureur de la République, considérant dans leur rapport qu'elle soupçonne, même qu'elle constate des infractions de nature pénale, et qui ne le sont pas forcément d'ailleurs, puisque nous, on a une autre lecture dans un certain nombre de cas, et donc renvoie et de plus en plus maintenant vers le PNF, le Parquet national financier, ce qui était le cas dans l'affaire que j'ai évoquée il y a quelques instants. Et donc, on a de plus en plus en fait de droit public pénal. Et donc ça, c'est à suivre de très près. Voilà, donc on aura peut-être le plaisir de commenter cette décision avec Jennifer lorsque nous nous retrouverons l'été prochain. On a terminé, Laurence. Est-ce qu'on a des questions éventuellement dans le chat? On a été un petit peu long que prévu, mais le petit problématique technique qui est venu là-dessus. Merci en tout cas à tous. Voilà, on a beaucoup de questions effectivement. On va peut-être pas pouvoir toutes les prendre, et puis il y en a qui sont beaucoup trop spécifiques, on va dire, pour être posées à cette occasion. Je vais peut-être essayer de reprendre dans l'ordre. Donc, Simon, au début de votre intervention, on nous a demandé s'il y avait, dans la nouvelle loi que vous évoquez, des limites au cumul des indemnités. Par exemple, je suis à la fois sur une ville, sur une agglo, etc. Il y a des règles par rapport à l'écrêtement. Je ne l'ai pas évoqué précisément, mais il y a une disposition qui parle, vous savez, les principes d'écrêtement, on ne peut jamais, dans le cumul des indemnités, percevoir plus d'une fois et demie l'indemnité parlementaire qui, de mémoire, au 1er janvier 24, doit s'élever un peu plus de 8 000 euros. Donc, on peut jamais avoir plus d'indemnités là-dessus avec des règles d'écrêtement particulières qui viennent s'appliquer, et la loi vient apporter certaines précisions dans ce cadre-là. Voilà. Donc oui, il y a des discussions un petit peu particulières là-dessus. Cette loi couvre une multitude d'éléments. Voilà. Parfait. Et puis toujours chez vous, Simon, on nous a demandé plutôt vers la fin, même si le remboursement des frais de transport est maintenant obligatoire, est-ce qu'il faut bien une délibération qui le prévoit? Oui, enfin, qui prévoit les modalités. C'est non plus le principe. La délibération, jusqu'à présent, on devait avoir une délibération qui décide du principe
de cette possibilité et qui fixe les modalités de remboursement. Là, on n'a plus à délibérer sur la possibilité de les rembourser, puisque c'est une obligation. On va délibérer pour préciser les modalités de remboursement. Donc, il faudra toujours une délibération et pour préciser les modalités de remboursement. C'est très clair. Alors ensuite, j'ai une question sur l'intervention de Gilles, donc sur la commande publique. Sait-on si le juge administratif a tranché définitivement la question de la qualification de la procédure des 3 devis en MAPA? Alors, pas totalement. Pas totalement. Il y a une décision récente, en fait, qui semble faire cette théorie. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore de décision de principe, je dirais, du Conseil d'État qui vient, je dirais, avaliser cette pratique, même si dans la jurisprudence qu'on peut lire des tribunaux administratifs, on la voit assez valablement reconnue. Moi, à titre personnel, elle me semble tout à fait raisonnable et répondre aux prescriptions du Code de la commande publique. Ok, merci beaucoup. Alors, on a eu beaucoup de questions par rapport à l'intervention de Jennifer, mais voilà, des questions assez précises. Donc, je suis désolée, on n'est pas dans une consultation lors de ce webinaire. Mais par contre, Jennifer, il y avait une question peut-être un petit peu plus large et qui peut concerner tout le monde par rapport à ce que vous avez évoqué à la fin de votre intervention. Est-ce que cela concerne aussi les chèques cadeaux en fait, qui sont remis aux agents en fin d'année? Alors, par rapport au risque d'engagement de la responsabilité, oui, tout à fait. Sur les chèques cadeaux, la question, c'est de savoir, c'est toujours le sujet de savoir si c'est un élément de rémunération ou une prestation d'action sociale, en fait. Le chèque cadeau, ce qui est important, c'est qu'on puisse le qualifier de prestation d'action sociale parce que du coup, on est un peu libre de faire ce qu'on le veut. Donc, la prestation d'action sociale, je ne vais pas la redéfinir, mais la question, c'est ça. C'est soit c'est une prestation d'action sociale et à ce moment-là, pour moi, c'est possible de le faire. Soit c'est requalifié en élément de rémunération et à partir du moment où ce n'est pas autorisé, il y a effectivement une difficulté qui peut se poser. Très bien. Et puis, je vais prendre une dernière question qui a été posée lors de l'intervention de Sylvie. Est-ce que le fait de détenir des actions ou des parts dans une société, mais sans y travailler, est autorisé pour un agent ou est-ce que cela doit faire l'objet d'une déclaration particulière? Dans une société, peu importe, une société de droit privé? Oui, sans doute. Mais sans y travailler. Alors, le mieux, c'est de le déclarer s'il y a un risque de conflit d'intérêts. On est sur le sujet des conflits d'intérêts, en fait. Oui, il y a plusieurs choses en droit. Si on parle en droit de la fonction publique, il y a aussi un problème de cumul. Donc, Sylvie, je te laisse voir, mais il y a aussi cette mais vas-y, Jennifer, absolument. Oui, il y a plusieurs sujets, je pense. Faut savoir que il y a la règle de non-cumul d'activité qui s'impose à tous les fonctionnaires, qui fait que quand on est agent public, on ne peut pas avoir une activité privée lucrative en plus de l'exercice de ses fonctions. Et notamment, le texte prévoit précisément qu'on ne peut pas être dirigeant d'entreprise ou créer une entreprise. Après, il y a des dérogations, mais le principe, c'est de toute façon qu'on n'a pas le droit d'avoir des départs et des actions, d'être dirigeant d'une entreprise en plus de ses fonctions publiques. Donc après, et on peut par cas et les dérogations qui sont possibles. Et on a le sujet du risque de la prise illégale d'intérêt, de tout ce qui tourne autour plus globalement d'une bonne gestion des conflits d'intérêts. Pas se faire piéger en fait. Parfait. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Donc, je vous enverrai bien évidemment toutes les questions qui ont été posées, auxquelles on n'a pas forcément pu répondre aujourd'hui. On a même des gens, vous voyez, des fidèles qui nous disent « Ah, en juillet prochain, du coup, quand on se retrouvera, est-ce qu'on pourra évoquer ça, ça, ça ?» Donc, voilà, rendez-vous est pris avec grand plaisir pour juillet prochain. Merci encore à tous les associés du cabinet Adaltis pour leur présence à nos côtés. Ils animent un certain nombre de nos formations sur la Gazette des communes, donc ça serait avec plaisir que vous pourrez les retrouver aussi sur les formations proprement dites. Bon appétit à tous, très bonne fin d'année, fête de fin d'année. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau webinaire. Merci encore à tous. Merci. À l'année prochaine. Merci, au revoir. Bonne fête de fin d'année, au revoir.